Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le nouvel épisode de Vocation, le podcast de la Fondation Droits d'Enfance sur les métiers de la protection de l'enfance. Aujourd'hui, je suis avec Wiyem Guedira, qui est coordinatrice du SSI France et juriste. Bonjour Wiyem. Bonjour Julien. On va aujourd'hui parler du SSI France, qui est une ONG présente dans plus de 120 pays, qui s'occupe notamment de questions de protection de l'enfance à l'international, autour de divers sujets qu'on va évoquer durant notre discussion, et qui est représentée en France depuis 2018 par la Fondation Droits d'Enfance. Wiyem, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le SSI France, tes missions principales et ton rôle en tant que coordinatrice ? Oui, bien sûr. Le Service social international France, c'est la branche de cette ONG. C'est représenté par Droits d'Enfance depuis 2018 parce que la Fondation Droits d'Enfance est reconnue depuis plusieurs années dans le domaine. L'idée est de pouvoir accompagner les particuliers et les professionnels qui rencontrent des situations transfrontalières très complexes par un accompagnement dans les démarches, qu'elles soient juridiques, sociales, administratives. On a plusieurs thématiques sur lesquelles on intervient. On intervient notamment sur la protection de l'enfance à l'international, sur les conflits internationaux comme les enlèvements parentaux, aussi sur l'adoption internationale, notamment toute la partie recherche des origines. Par exemple, pour citer des cas qui peuvent nous arriver, on peut être soit sollicité par des familles directement, soit également par des institutions ou des départements. On peut penser par exemple à des jeunes mineurs non accompagnés qui seraient accueillis par l'aide sociale à l'enfance, qui auraient besoin de documents d'identité pour prouver leur minorité ou pour régulariser leur situation à un instant T. Et à ce moment-là, on peut être sollicité par un département qui va nous demander de rentrer en contact avec notre partenaire, également membre du SSI ou affilié au SSI dans le pays d'origine du jeune, pour parvenir à obtenir ces documents. Donc on se fait vraiment le relais entre des institutions et des pays grâce à des partenariats qu'on a dans chacun de ces pays. Tout à fait, le SSI fonctionne beaucoup en réseau, des partenaires très variés. Il y a des partenaires qui sont comme nous, des fondations, d'autres partenaires à l'étranger qui peuvent être des associations, des ONG, des ministères. C'est très très variable, mais on a tous la même méthodologie de travail, les mêmes standards internationaux qu'on applique. Et l'idée, c'est toujours d'avoir l'intérêt de l'enfant au centre de nos préoccupations et répondre à une demande sans que les frontières constituent un obstacle. Donc c'est important de pouvoir avoir un accompagnement qui dépasse les frontières et trouver des solutions qui sont adaptées à chaque situation en concertation avec notre partenaire à l'étranger et aussi en concertation avec le demandeur. Est-ce que tu peux nous parler, toi, de ton parcours personnel ? Donc j'ai évoqué le fait que tu étais juriste, tu l'es toujours d'ailleurs, et comment tu en es arrivé à travailler pour le SSI France puis en devenir la coordinatrice ? Oui, bien sûr. Quand j'étais plus jeune, j'étais dans un lycée, j'ai fait un bac économique et j'étais très intéressée par la protection des personnes vulnérables, mais aussi par les langues, l'aspect international en fait qui était très intéressant pour moi. Donc j'ai voulu m'orienter vers un master en droit international. Donc j'ai d'abord commencé après mon lycée par une licence en droit et sciences politiques et ce n'est qu'à partir du master que je me suis orientée dans un master en droit international à Bordeaux. Après mon master, j'ai senti que j'étais pas encore complètement formée à la protection de l'enfance ou à la protection des personnes vulnérables. C'est à ce moment-là que j'ai choisi de rajouter un diplôme universitaire en protection de l'enfance et un diplôme qui n'était pas uniquement axé sur les aspects juridiques. Parce que l'inconvénient quand on fait beaucoup d'études en droit, c'est qu'on a uniquement une méthodologie juridique, on a uniquement des aspects très théoriques. Donc j'ai voulu un peu compléter mon parcours en droit avec un diplôme plus axé sur la protection de l'enfance, mais aussi sur une approche qui est pluridisciplinaire et qui n'est pas uniquement juridique. Donc j'ai fait un diplôme universitaire en protection de l'enfance qui reprenait un peu des aspects psychologiques, sociologiques, médicaux et qui ont été très importants après pour moi pour pouvoir travailler dans la fondation. J'ai rejoint la fondation en 2019, d'abord en tant que stagiaire. J'ai commencé vraiment au tout début quand le SSI France venait à peine d'exister ici avec la fondation. Donc c'était très formateur de pouvoir évoluer et de voir comment est-ce qu'au début le SSI a existé, comment est-ce que les procédures ont été construites, comment est-ce qu'on a communiqué autour du
du SSI, comment est-ce qu'on a pu mettre en place des partenariats, jusqu'à maintenant, depuis 2024, être la coordinatrice du service. Donc entre 2019 et 2024, j'étais juriste chargée de dossier, et en 2024, coordinatrice du service social international France. Donc c'est des missions qui sont différentes. Dans mes nouvelles missions, l'idée c'est de coordonner le service dans le sens de pouvoir être à même d'apporter un soutien technique à l'équipe en termes de prise de décision, en termes de stratégie dans les différents dossiers, en termes d'évaluation des hypothèses qui peuvent exister, des options qui se portent à nous quand on veut suivre un dossier, mais aussi tout l'aspect donc représentation du SSI dans le réseau. On a beaucoup de groupes de travail sur différentes thématiques, des groupes de travail sur les indicateurs de performance dans le travail social, sur des instruments juridiques en droit international, notamment ceux de la Convention de La Haye. Donc, il y a beaucoup de groupes de travail qui se mettent en place. On est obligé de collaborer avec les autres partenaires SSI et gérer, en fait, aussi en termes d'autres missions, tous les projets qui se mettent en œuvre au SSI. On a plusieurs programmes et projets, notamment le projet Racine, le projet iCare. Donc, ce sont des projets qui nous permettent d'obtenir des financements et qui nous permettent d'offrir un travail de qualité aux particuliers, aux professionnels qui prennent contact avec nous au SSI. Et comme tu viens de le rappeler, le SSI, il est intégré au sein d'un réseau avec un secrétariat général qui se situe à Genève. Comment s'articule l'activité du SSI France avec ce secrétariat général? Quelles sont les relations? Comment on peut s'appuyer aussi sur eux et sur le réseau que constitue l'intégralité du SSI pour nos missions? Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Oui, bien sûr. Donc, le siège du SSI est à Genève, en Suisse. Le SSI existe depuis 1924. Quand le SSI est né, l'idée était de pouvoir réunir les familles à travers les frontières. C'était vraiment le premier objectif de l'existence de cette organisation. L'entre-deux-guerres, il y a eu beaucoup de déplacements de familles, de mineurs. Et donc, il fallait pouvoir apporter un soutien et des solutions à ces familles qui étaient séparées. De là est née cette idée de pouvoir travailler en réseau. Comment travailler avec des pays d'accueil, comment travailler avec des pays d'origine et répondre à des problématiques très complexes sur un instant donné. Quand le SSI a été créé, plusieurs pays ont fondé le SSI, puis après, il a été question de rechercher des partenaires dans le monde entier pour pouvoir mettre en œuvre finalement le travail même du SSI. Donc au sein du siège du SSI, il y a toute une équipe qui est autour du plaidoyer, mais il y a aussi toute une équipe qui est autour de la recherche de partenaires, communication, recherche de fonds. Donc c'est vraiment les activités du siège. Et après, tous ces partenaires qui ont intégré le réseau, parmi les membres fondateurs ou des membres plus récents, il y a des procédures communes à respecter, un manuel qui existe et qui permet de pouvoir suivre la procédure qui doit être la même au sein de tous les SSI. Et il y a des organes qui existent, donc le CICI, donc c'est tous les coordinateurs de tous les SSI qui travaillent ensemble, qui discutent des cas ensemble, qui se réunissent chaque trimestre pour discuter des différentes situations, qui montent ensemble des groupes de travail, qui se rencontrent une fois par an en physique. Et donc l'idée est de pouvoir vraiment créer un réseau et une manière de travailler commune pour venir en aide à ces familles et à ces enfants qui peuvent rencontrer des problèmes assez complexes. Il y a d'autres organes qui existent, le Governing Board, donc qui est un peu le conseil d'administration du SSI, donc pareil pour les prises de décision importantes, tout ce qui va être relatif au budget, à la stratégie de communication. Donc ça aussi, c'est un organe qui est représenté au sein du siège au SSI. Et on a aussi le PAC, donc c'est tous les directeurs des SSI qui vont être amenés à prendre des décisions sur des sujets importants en termes de stratégie, qui vont mettre en place également des groupes de travail pour avoir des livrables et avoir un plaidoyer à apporter devant les grandes ONG ou devant l'ONU ou devant les différents organes qui agissent en droit international comme la conférence de La Haye. Donc c'est aussi tout un travail technique qui est moins visible mais qui est nécessaire pour pouvoir derrière apporter un travail de qualité à ces familles. Avant de rentrer dans le détail des grands projets qui sont actuellement portés par le SSI France, j'aimerais bien que tu nous parles des demandes les plus courantes qu'on reçoit en tant que SSI France, qui font un peu le quotidien aussi de l'activité. Donc sans citer de cas particuliers, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement ces situations complexes pour lesquelles on apporte notre aide? On a beaucoup de cas qui sont très différents. Donc là, en 6 ans où j'ai travaillé au SSI, j'ai vraiment vu des cas très très variés. Les deux vraiment plus gros demandes qu'on a pu recevoir ces derniers temps, ça va être la recherche des origines des personnes adoptées. Donc des personnes qui ont été adoptées quand elles étaient très jeunes et qui étaient dans un pays étranger, qui n'ont pas été adoptées depuis la France, qui viennent nous contacter, qui habitent en France, qui sont français, qui nous demandé
de les aider à rechercher dans leur pays d'origine leurs parents biologiques. Donc ça, c'est des demandes qui sont assez récurrentes, des demandes assez complexes. D'autres types de demandes qu'on a aussi, ça va être les demandes un peu d'évaluation sociale. Ça va être souvent soit un particulier, soit un professionnel qui nous contacte pour demander à évaluer la situation, par exemple, d'un oncle ou d'un grand-père qui veut prendre en charge un enfant de la famille, donc son petit-fils ou son neveu, qui est empêché parce que l'enfant n'est pas dans le même pays que le parent. Donc, on les accompagne dans les procédures pour mettre en place ces évaluations. Des fois, les évaluations sont directement demandées par un juge des enfants ou un juge des affaires familiales, ça dépend du conflit. Des fois, on a aussi des demandes qui sont directement portées par les départements. Donc, quand un enfant est placé en institution et que le placement se passe mal ou que l'enfant confie son mal-être et veut retourner chez sa famille, par exemple, ou être placé chez un oncle ou chez une tante, le département peut prendre contact avec nous et nous, on saisit notre partenaire à l'étranger pour voir la faisabilité d'une évaluation sociale, pour un petit peu évaluer ce projet du jeune ou ce projet de l'aide sociale à l'enfance, d'avoir un placement familial. Depuis plusieurs années, c'est considéré comme des placements qui sont beaucoup plus à même de répondre aux besoins de l'enfant. Donc, quand on peut éviter un placement institutionnel ou un placement trop longtemps en institution et qu'on peut plutôt trouver un membre de la famille à qui on peut confier le mineur et que le mineur est d'accord et que les conditions sont réunies pour que le mineur puisse être placé, on peut accompagner dans ces demandes-là, éviter que, sous prétexte qu'il y a une frontière, écarter ce placement. Ce serait la recherche de tiers dignes de confiance, mais à l'étranger. Oui, ça rentre aussi dans ce sens-là, bien sûr. L'idée, c'est aussi de pouvoir nous faire à côté du plaidoyer pour montrer qu'aux professionnels, s'il y a des hypothèses qui existent et qui sont à l'étranger, il ne faut pas les écarter parce qu'on croit que c'est trop difficile d'avoir une évaluation à l'étranger. C'est très important de pouvoir offrir à ces mineurs autant de possibilités qu'il existe dans leur cercle familial. Et en termes de profil de personnes étant passées par l'équipe du SSI France, est-ce que tu dirais que ce sont des profils essentiellement juridiques ou vous avez aussi besoin de vous appuyer sur d'autres types de profils, peut-être plus socio-éducatifs? Alors, le SSI, donc, pendant longtemps, et aujourd'hui c'est toujours le cas, a été constitué de juristes, de chargés de projet et de psychologues. Donc, ça a été vraiment les 3 corps de métier qui nous paraissent nécessaires. Ce qui est dommage, c'est que en France, les formations de travail social international n'existent pas, voire peu, alors que dans les autres pays du réseau, on voit bien que c'est des métiers qui existent et qui sont nécessaires. Et ça mériterait d'avoir des formations en ce sens parce que l'interculturalité, elle est présente dans tous nos dossiers. Et si les personnes ne sont pas formées à ce travail interculturel, c'est difficile derrière d'avoir un accompagnement de qualité ou de comprendre certains enjeux. Je dirais que, contrairement à d'autres SSI, le fait d'avoir des psychologues, des chargés de projet, c'est très bien, mais c'est dommage aujourd'hui que l'offre de formation en France, elle soit pas assez fournie pour le travail social international. Parmi les missions les plus fréquentes pour lesquelles le SSI France était sollicité, tu évoquais la question de la recherche des origines, donc qui aujourd'hui est formalisée au sein du SSI France au travers du programme Racine. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce programme, sur la façon dont on accompagne les personnes adoptées qui nous en font la demande, sur les pays dans lesquels on a aujourd'hui des partenaires qui nous permettent de mettre en œuvre ce programme, et aussi évidemment sur les différentes étapes que suppose une telle recherche. Le programme Racine a été conçu et mis en œuvre par le bureau du SSI depuis 2021. C'est un programme qui est financé par la mission de l'adoption internationale. Donc, il s'agit de l'autorité centrale française qui est représentée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ce programme répond à 2 grands objectifs. Un premier objectif qui s'articule autour de l'accompagnement des personnes adoptées dans leur recherche. C'est un accompagnement qui se met en œuvre par un accompagnement individualisé, mais aussi par un accompagnement collectif. Et le deuxième gros objectif du projet, c'est vraiment de pouvoir travailler en partenariat, mettre en place une cartographie, pouvoir connaître un petit peu les pratiques des pays qui sont concernés par le programme, mais toujours dans le but d'alimenter le premier objectif, à savoir répondre aux demandes des personnes adoptées qui recherchent leurs origines. Donc, le programme Racine, il vient accompagner ces personnes-là qui nous contactent pour rechercher leur famille biologique. Il est mis en œuvre par les juristes au sein du SSI, mais aussi par notre psychologue, parce qu'on se rend compte qu'à travers toutes ces années où le projet a été mis en œuvre, les personnes qui nous ont sollicités peuvent avoir une santé mentale qui a été très fragilisée par leur parcours, soit plus jeunes par rapport à leur parcours dans le cadre de l'adoption, soit plus tard sur leur question identitaire qui s'est posée, leur besoin de reconnecter avec leurs racines. Des fois, ça peut être des différences physiques par rapport à leurs parents adoptifs. Donc, tous ces éléments-là nécessitent un accompagnement psychologique. Donc, aujourd'hui, une personne qui voudrait nous contacter, il faut évidemment qu'elle ait été adoptée depuis un pays étranger par des parents français et il faut que son pays d'origine fasse partie du programme Racine. Aujourd'hui, le programme Racine, c'est une dizaine de pays. Par exemple, on a la Bulgarie, le Brésil,
Brésil, la Roumanie, le Sri Lanka, Madagascar. Donc on a beaucoup de pays qui sont dans ce programme-là. C'est des pays qui ont été choisis conjointement entre le SSI et la mission de l'adoption internationale, parce que c'est des pays où il y a eu beaucoup d'adoptions entre les années 70 et 90. C'est des pays avec lesquels il est possible finalement de mettre en place un partenariat avec les autorités centrales ou avec les membres SSI dans ce pays-là. Donc l'idée est de pouvoir, nous ici en France, accompagner la personne adoptée dans ses démarches, lui expliquer les différentes démarches qui se présentent à elle, mettre à son service un accompagnement psychologique pour les aider à être préparés dans leurs recherches, parce que c'est des recherches qui sont longues, qui sont difficiles, qui viennent réveiller beaucoup de traumatismes en eux. Des fois, ils ont aussi besoin d'être réorientés vers des services psychologiques ou psychiatriques. Donc, c'est des éléments que seul un psychologue pourrait identifier et répondre. Une fois ces différentes étapes complétées, le chargé de dossier prend contact avec le partenaire étranger. Donc, il prépare une note, il reprend tous les documents, les analyse, vérifie la cohérence des documents, est-ce qu'il en manque, essaye de l'adopter à retrouver toutes les informations. Une fois que c'est réalisé, le chargé de dossier prend contact avec le partenaire à l'étranger et lui demande de bien vouloir débuter des recherches. Ce sont des dossiers qui prennent beaucoup de temps parce qu'il faut être sûr que la personne adoptée a conscience de l'impact que la recherche peut avoir sur son quotidien. Il faut que la personne soit prête à entendre des informations qui pourraient être complètement différentes des informations que la personne a eues dans son dossier ou des infos qu'elle a eues de la part de ses parents adoptifs. Donc c'est vraiment une temporalité qui est longue et qui est nécessaire pour ne pas se précipiter dans des recherches et pour essayer de sécuriser ce parcours de recherche. On essaye aussi, dans le cadre de ces demandes-là, d'être sûr de pouvoir répondre à la demande de la personne, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas intéressées par la recherche de leur mère biologique ou de leur père biologique, mais plutôt par exemple de leur fratrie. D'autres personnes qui veulent pas rechercher leurs parents, mais qui veulent juste avoir des informations sur leur histoire, des photos dans l'orphelinat ou dans l'institution dans laquelle ils étaient avant leur adoption. Des fois, ils veulent juste demander la nationalité de leur pays d'origine. Donc, il faut pouvoir aussi aider la personne à formuler sa demande, à répondre à cette demande tout au long du processus et pendant toute la période d'attente. Il y a aussi toutes des démarches administratives à respecter au niveau du SSI par rapport aux procurations, par rapport au partage des données confidentielles avec le partenaire. Donc, ce sont vraiment des étapes qui sont importantes et qui permettent aussi un petit peu de rendre concrète la recherche. Une fois que ces étapes sont complétées et que la prise de contact avec le partenaire à l'étranger est réalisée, le partenaire peut débuter les recherches. Donc, selon les informations qu'il obtient, selon le contexte du pays, selon les pratiques qui ont eu lieu dans ces pays en termes d'adoption, la recherche peut prendre plus ou moins de temps et peut aboutir ou non à des informations. Quoi qu'il en soit, pendant toute cette période, la personne reste accompagnée par le SSI France. Il y a aussi la possibilité de bénéficier de groupes de parole. Donc, ça se met en place à raison d'un mercredi par mois pour pouvoir en fait donner un espace aux personnes adoptées pour pouvoir discuter de leurs problématiques, partager leur histoire, en tout cas avoir un espace où la personne peut échanger avec d'autres personnes adoptées qui partagent un peu aussi le même sentiment en termes de quête identitaire, de besoin de reconnaissance. Donc, c'est important aussi d'avoir conçu cet espace-là pour ces personnes. C'est un espace qui est en visio, donc qui permet aussi aux personnes de tout le pays de se connecter. Donc, c'est aussi penser un peu de manière à être assez inclusif et de pouvoir répondre à des personnes qui pourraient se situer dans tout le territoire, que ce soit en métropole ou ici sur le continent. Le deuxième grand projet porté par le SSI actuellement, c'est le projet qu'on appelle iCare 2, puisque en fait c'est la suite d'un projet qui avait été déjà lancé il y a 2 ans, il me semble, qui lui a pour objectif de promouvoir la médiation familiale internationale et au travers de cet objectif a permis de créer en France, grâce au SSI France, un bureau de prémédiation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce en quoi consiste la médiation familiale internationale, pourquoi on estime que c'est quelque chose qui devrait être développé, notamment en France où on n'a pas forcément cette culture-là de façon très prononcée, et à quoi sert le bureau de prémédiation pour servir cet objectif ? Le projet iCare 2 a débuté il y a à peu près 1 an. Le projet vient mettre en œuvre plusieurs objectifs avec différents pays. Les pays sont la France, la Belgique, l'Italie, la Pologne et la Bulgarie. C'est un projet européen, donc financé par la Commission européenne et qui vient comme grand objectif prévenir les enlèvements parentaux internationaux. C'est vraiment l'objectif premier de ce projet-là. Et on vient prévenir ce type de conflit et la rupture du lien parent-enfant en mettant en place des procédures de médiation et de prémédiation. La médiation, c'est un mode de résolution amiable de litige en droit de la famille qui existe depuis longtemps, mais qui est souvent méconnu des familles
parce que l'idée de pouvoir aller en médiation n'a pas été assez longtemps valorisée et mise en œuvre dans les politiques publiques, dans l'idée aussi de pouvoir mettre en place une médiation internationale. Ça a toujours été conçu comme quelque chose de difficile ou comme un obstacle sous prétexte que les parents parlent pas la même langue ou sous prétexte que les parents ne partagent pas la même culture. Donc, beaucoup de fois, on se rend compte que le passage à l'acte, donc l'idée qu'un parent puisse enlever son enfant et l'emmener vers un pays étranger, il est motivé par un parent qui, une fois qu'il est séparé de son conjoint, se retrouve dans un pays où il n'a pas de travail, où il n'a pas de repères, où il n'a pas sa famille. Donc, l'idée de pouvoir bénéficier aussi d'un cadre qui puisse être sécurisant pour les deux parents et pouvoir un peu amener de la discussion, des compromis sur une organisation, sur la situation avec l'enfant, sur la séparation, ça n'a pas été assez promu en termes de conflits internationaux. C'est quelque chose qui peut être connu dans différents domaines, pas qu'en droit de la famille, mais dans différents domaines de la médiation. Quand il s'agit de conflits internationaux, c'est pas un outil qui a assez été développé et assez connu par les familles. Donc, le projet ECARE vient finalement un peu rendre cette option et cette hypothèse-là plus accessible aux familles. D'où l'idée aussi d'avoir un service de prémédiation qui est gratuit. Donc, ce service-là de prémédiation qui va venir donner aux parents et aux personnes qui nous contactent des informations sur la médiation. Parce que le constat a été très clair quand le premier projet ECARE 1 était en œuvre, c'est que les personnes ne connaissaient pas la médiation. Donc, l'idée, c'est de pouvoir présenter la médiation dans ce bureau de prémédiation quand un parent nous contacte, expliquer comment est-ce qu'une médiation se passe, évaluer avec lui si sa situation peut aller en médiation et si c'est le cas, pouvoir l'orienter vers des médiateurs spécialisés et des médiateurs qui pourront être adaptés à sa langue ou sa culture. Donc, aujourd'hui, le bureau de prémédiation est ouvert à raison d'une fois par semaine. Il est accessible par téléphone, par formulaire de contact sur notre site web. Et l'idée, c'est que le parent puisse nous contacter quand il ressent qu'il y a un conflit qui est en train de se mettre en place ou que le conflit est en cours, pouvoir en discuter, pouvoir lui présenter un cadre qui existe, soit en médiation, soit aussi donner d'autres conseils juridiques. Donc ça aussi, c'est complètement à la portée des personnes qui travaillent dans ce bureau de prémédiation-là. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le bureau de prémédiation, c'est des juristes, mais aussi une médiatrice familiale. Donc ça aussi, c'est important à le souligner. Donc les séances de prémédiation, si elles aboutissent à de la médiation, le médiateur du SSI oriente vers un médiateur international. Ensuite, parmi les missions des personnes qui travaillent pour le SSI France, il y a aussi tout un pan de celle-ci qui implique des déplacements à l'étranger et des missions parfois de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines dans d'autres pays. Est-ce que toi, tu peux nous parler par exemple de la dernière mission que tu as pu mener ? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'au sein du SSI, il y a beaucoup de déplacements qui peuvent être faits selon les projets qui sont en cours. Celui qui me vient en tête, c'était un déplacement qui a eu lieu au Maroc, donc avec un projet qui est mis en œuvre entre le SSI France, le secrétariat général à Genève et UNICEF Maroc. Donc l'idée, c'était de pouvoir un peu dans ce projet mettre en place des standards minimums, donc dans la gestion des dossiers par des institutions au Maroc, que ce soit des institutions de type ministère, gouvernement ou des institutions de type association, ONG. Donc, l'idée était de pouvoir un peu trouver des standards minimaux qui seraient applicables à toutes ces organisations qui gravitent et qui travaillent autour de la protection de l'enfance. Pouvoir en fait impliquer des standards qui sont internationaux dans un contexte local particulier, avec des problématiques inhérentes aux addictions, des services de la protection de l'enfance qui sont débordés. L'idée a été d'étudier un peu le terrain pour pouvoir, nous, derrière, fournir des procédures opérationnelles standards qui sont adaptées à un contexte local marocain. Ça a commencé ce projet. Beaucoup de déplacements ont eu lieu au Maroc. Moi, j'ai réalisé 3 déplacements pour ce projet et ces déplacements ont permis d'aller rencontrer les acteurs locaux pour comprendre leur réalité, ont permis de travailler avec le secrétariat général et avec le ministère de la Justice au Maroc et UNICEF au Maroc sur des procédures et un protocole qui a été signé par toutes les parties prenantes au projet. Et après, la dernière étape dans ce projet-là a été finalement de pouvoir mettre en œuvre ce protocole qui a été signé, qui a été rédigé. La mise en œuvre de ce protocole a nécessité de mettre en place des formations. On a pu monter des formations sur ces procédures-là pour faire ce qu'on appelle en anglais du capacity building et donc de pouvoir un peu former les acteurs locaux pour qu'eux-mêmes puissent, sur le long terme, disséminer et former d'autres professionnels sur place. Ça a été un projet pilote qui a été lancé dans une seule ville au Maroc, à Rabat. Mais après, sur le long terme, sur les années à venir, l'idée est de pouvoir dupliquer ce projet dans d'autres villes du Maroc pour pouvoir vraiment être sûr que la gestion des dossiers et les procédures qu'on a mis en place soient vraiment appliquées localement par les professionnels de terrain. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est en recherche d'emploi et envisage éventuellement de postuler au SSI France ? Je lui dirais que si elle recherche un métier qui fait du sens,
Si elle recherche un métier où elle se demande pas pourquoi est-ce qu'elle est là, ou est-ce que elle a contribué à améliorer ou à mettre en place un terrain favorable pour ces personnes ou ces familles, clairement, il faudrait qu'elle fasse une expérience au SSI. Je pense que ce qui est très marquant au SSI, c'est que tous les gens qui travaillent au sein du SSI, alors qu'on est au moins 500 professionnels dans le réseau, on a tous l'impression d'être une famille parce que on travaille tous vers la même cause. On a tous à peu près les mêmes objectifs, les mêmes idéologies. En tout cas, quand il s'agit de l'intérêt des enfants et des familles, et selon les procédures qu'on met en place et qu'on décide d'appliquer. Il y a tout ce côté interculturel qui est passionnant. On en apprend tous les jours sur les différentes situations, sur les différentes façons de travailler. Donc oui, c'est un métier qui a du sens. Il y a une spécificité en plus au SSI, je serais curieux de t'entendre là-dessus, c'est qu'on travaille sur des cas individuels. C'est-à-dire que comparé à d'autres ONG, par exemple engagées dans le champ de l'humanitaire, donc qui vont se battre pour des causes telles que, je sais pas, la faim dans le monde par exemple, ou des famines dans certains endroits du monde, et du coup, par exemple, collecter de l'argent pour parvenir à faire parvenir des vivres qui viendront ensuite être utilisés par des associations sur place. Là, le SSI, en fait, vous vous occupez directement des personnes et des cas des personnes que vous accompagnez. Tout à fait, clairement. Et ce qui est aussi à la fois perturbant, mais en même temps très intéressant de notre façon de travailler, c'est que finalement, nous, ces personnes, comme on les accompagne, soit par téléphone, soit par écrit, on ne les rencontre pas, ces mineurs. Donc, on peut dire que cette année, on a accompagné ou aidé plus de 500 mineurs, par exemple. On n'en aura vu aucun. Moi, je le vois souvent comme une brique dans une maison où on a juste été à un moment un facilitateur ou une façon de travailler qui n'est pas complètement visible. On a participé à un avenir d'un enfant ou un avenir d'une famille, mais souvent de manière invisible, contrairement à d'autres personnes qui sont vraiment sur le terrain et qui travaillent activement. Je pense aux éducateurs, je pense aux psychologues, je pense aux assistantes sociales, je pense à tous ces corps de métier-là qui sont directement en contact avec les familles. Nous, on a un peu plus de distance, ce qui nous aide à pouvoir travailler avec les partenaires à l'étranger, ce qui nous aide aussi à pouvoir un petit peu toucher du doigt tout ce qui est relatif au plaidoyer, aux politiques publiques, à la formation des autorités à l'étranger, comme je vous donnais l'exemple pour le Maroc. Donc, c'est pas des choses qu'on pourrait faire si on était complètement à 100% dans le terrain. Donc, c'est important aussi d'avoir un peu cette pluridisciplinarité, de pouvoir en même temps agir sur le côté pratique dans les dossiers et d'un autre côté de pouvoir aussi travailler sur la formation, le lobbying. Pour moi, c'est ce qui est un peu plus innovant ici dans le travail au SSI. William, merci beaucoup pour cet échange. Je t'en prie, Julien, merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de diffusion pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.